Maïwenn, pour parler de toi, il était intéressant de parler de Billy Elliot. À la base, je suis née en Bretagne, je tiens à le préciser, je suis bretonne. Moi, je dirais que le classique, ça m'a appris la rigueur, ça m'a permis d'avoir encore une certaine tenue aujourd'hui. Vous avez fait un vrai travail de recherche. Je suis tes parents, quoi. Tu viens du Sud, quoi. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Je viens du Sud. Ouais, c'est exactement ça. On arrive au bureau du médecin et le médecin me dit « Écoutez, mademoiselle, vous avez une scoliose. Je pense que vous ne pourrez pas aller au conservatoire. Vous allez devoir arrêter la danse. À l'époque, quand t'es enfant, t'as pas peur du regard des autres. » Et je me suis dit pourquoi pas créer un média. Donc après, il y a l'idée, puis il y a le faire, et puis il y a prendre la responsabilité de prendre la parole. Maïwenn, pour parler de toi, il était intéressant de parler de Billy Elliot. Billy est un fils d'ouvrier qui est amené à faire de la danse par accident. Pour toi, ce n'est pas le cas, c'est un rêve de petite fille. À l'instar du petit Billy, le chemin ne fut pas facile. Mais l'être humain n'est-il pas là pour rêver, relever les défis, faire face à l'impossible? La douleur n'existe plus, la mélodie est ta meilleure amie, mais surtout ta passion devient cette petite transgression. Que dis-je? Ta passion te fait passer à l'action. Danseuse professionnelle, tu deviendras. Sans parler de tes projets. N'est-ce pas cela le but de la vie? Maïwenn. Donc Maïwenn, bienvenue à toi dans le Dansez-vous. Merci pour l'invitation. J'ai vu que tu avais grandi dans le Sud, plus précisément à Draguignan. Oh, bravo, vous avez fait un vrai travail de recherche. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ton enfance là-bas? Alors moi, à la base, je suis née en Bretagne, je tiens à le préciser, je suis bretonne. Et j'ai grandi dans le Sud parce que mon papa était militaire, donc on a beaucoup bougé en France. Et dans le Sud, je suis arrivée à Draguignan quand j'avais à 5 ans. Et c'est là-bas que j'ai commencé la danse. J'ai commencé la danse à mes 7 ans. C'est ma maman qui m'a inscrite à l'école de danse, mais elle ne voulait pas m'inscrire à l'école de danse tout de suite parce qu'à l'époque, j'avais sauté une classe et il trouvait que ça faisait quand même beaucoup pour la même année. Déjà, il y avait un changement de classe, de m'amener dans une école de danse, etc. Donc les choses se sont faites petit à petit. Et puis voilà, je suis arrivée dans une école de danse avec Morgane Barret, Frédéric Levastre, où j'ai commencé la danse classique et le modern jazz. 1 an après avoir commencé le classique, ma professeure de danse voulait que je parte vers Saint-Raphaël pour faire plus de classique. D'accord, ok. Et essayer de tenter les concours de l'Opéra de Marseille. D'accord, ok. Mais comme on savait qu'on allait redéménager avec le travail de mon père, cette fois-ci on repartait dans les terres bretonnes. Ouais. Parce que, comme tu disais, ton père était militaire et que vous avez été amené à pas mal bouger. Bon, toi, tu as grandi enfin, tu es né en Bretagne, mais tu es venu très rapidement dans le Sud. Tu avais conscience de ça déjà parce que ça se trouve, tu étais bébé quand tu es parti là-bas ou tu es venu à l'âge de 3 ans, 4 ans Alors, en fait, ma mère faisait les allers-retours en fonction de... Pour accoucher, pour mon frère et moi, elle a eu le temps de rentrer en Bretagne. Okay. Pour qu'on ait la nationalité bretonne. C'est important. Les Bretons, c'est comme les Corses, c'est important. Exactement. Donc non, j'ai habité à Caen, à Grenoble, à Draguignan. J'ai pas de réels souvenirs de ça. J'étais bébé, j'avais 1 an, 3 ans. Oui. À cet âge-là, tu suis tes parents, quoi. Tu viens du Sud, quoi. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Je viens du Sud. Ouais, c'est exactement ça. Comme dirait Chimène Badi. Ma sœur vient du Sud, du coup. Mais oui, ça fait partie de ma vie, le Sud. Et en vrai, c'est une région que j'apprécie beaucoup. Bon, tu nous parles du fait que ta maman t'a inscrit à la danse, mais est-ce que c'était un souhait de ta part? Et qu'est-ce qui t'a fait aimer la danse quand tu es petit? Par exemple, moi, je dis nous, en général, notre génération... Michael Jackson a été très important pour nous. On regardait pas mal de clips. Ouais. Donc toi, est-ce que tu as eu un modèle et tu t'es dit, ouais, là, c'est... En fait, maman, j'ai envie de faire la danse? Pas du tout. C'est-à-dire que je voulais pas forcément de faire de la danse. Je crois même que je voulais pas en faire. Ouais. Et c'est ma mère qui m'a inscrite pour avoir une activité extrascolaire, parce que ma maman a fait de la danse aussi. Et après mon premier cours, je n'ai jamais cessé de danser.
Et j'ai dit que je serais danseuse professionnelle plus tard. D'accord. Bah, c'est un peu comme Billy Elliot. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec Billy Elliot, parce que Billy Elliot, il se retrouve dans une salle de boxe et il voit qu'il y a un cours de danse à côté. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il voit qu'il y a un cours de danse à côté et il y va. Et là, pareil, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Et des fois, c'est vrai que quand on est enfant, les parents, ils nous chapeautent un peu et ils ont des souhaits et ils vivent à travers nous. Mais on n'est pas forcément passionné. Nous, on n'a pas forcément envie de le faire. On n'a pas forcément envie de le faire. Et donc, l'activité n'est pas vécue de la même manière. Mais bon, apparemment, ce n'était pas ton cas. Non. Donc la danse, et tu commences par le modern jazz et la classique. Classique, pardon. Classique, ensuite modern jazz. Et donc, comme je disais, ma professeure de danse classique voulait déjà, après un an de danse classique, que je tente l'Opéra de Marseille. Ma mère voulait pas, alors déjà parce qu'on savait qu'on allait bouger dû à la mutation militaire de mon père, et parce qu'elle trouvait que déjà, à 8 ans, il y avait un rapport, le rapport au corps, tu vois, on te demande de rentrer dans une case, de la peser, tout ça, etc. C'est des choses qui, pour ma mère, étaient un peu pas trop dans nos cases et dans notre éducation, on va dire. Surtout à 8 ans. Ouais, surtout à 8 ans. Parce qu'il y avait une histoire de pesée en classique. Bah, je crois bien de ce que... Je me souviens plus, attention, je veux pas donner de mauvaises informations, tout ça, mais c'est vrai que quand tu rentres dans des écoles, ou en tout cas à l'époque, c'était très codifié. Ouais. Ça l'est encore maintenant, mais les choses évoluent. Et à 8 ans, faire face déjà à ce rapport au corps. Et je crois que pour ma maman, c'était trop hiérarchisé. C'était trop dans les cadres. Et on n'aime pas trop ça, nous. Tu dis pour ta maman, c'était trop hiérarchisé. Et pour toi, le fait de commencer le classique qui est très codifié à 8 ans, on est un enfant. On est un enfant, on a envie de se sentir libre et de pouvoir bouger comme on le souhaite. Est-ce que ça n'a pas été une contrainte pour toi ? Non. Puis je pense qu'à 8 ans, je ne sais pas si à 8 ans, je me rendais compte de tout ça. Et c'est vrai que moi, je dirais que le classique, ça m'a appris la rigueur. Ça m'a permis d'avoir encore une certaine tenue aujourd'hui. Ça m'a permis d'être disciplinée. Le classique, il faut quand même être discipliné, tu vois. Ouais. Donc, non, ça n'a pas été une contrainte du tout. On peut dire que tu étais un enfant doué, du coup, si on te propose de passer le conservatoire. Un enfant doué ? Ouais. Enfin, j'ai fait des tests de QI. Ouais, ok. Voilà. Je savais lire et écrire. J'ai sauté la grande section. Ça, c'est banger. Il faut le souligner. Là, on parle de l'aspect de la danse, bien évidemment. On est dans un podcast de danse, mais et ton enfance dans tout ça, parce que bien sûr, il y a la danse. Comment ça se passe dans le sud quand tu es là-bas ton enfance, comment elle se déroule ? Joyeuse ? Ouais, moi je pense que j'ai eu une enfance joyeuse. Déjà, je pars du principe que j'ai mes parents qui m'ont donné un accès à l'éducation, qui m'ont permis d'avoir un toit sur la tête, qui m'ont permis de manger, juste déjà des bases, des fondements. C'est pas donné à tout le monde, je pense, tout ça. On n'a pas tous cette chance, entre guillemets, d'avoir accès à l'éducation. Moi, je remercie juste déjà mes parents pour ça. Donc, mon enfance, elle était joyeuse. Après, voilà, on a tous nos parents ont aussi leur bagage qu'ils nous transmettent, leur peur, peut-être leur colère, leur tristesse, etc. Que toi aussi, en tant qu'enfant, tu réceptionnes. Après, c'est à toi plus tard aussi, à l'âge adulte, de savoir ce que t'en fais. Mais je dirais que j'ai eu une enfance joyeuse. J'ai mes parents qui m'ont payé une école de danse. En fait, juste déjà ça, je peux pas me plaindre de ce que mes parents m'ont offert. Et la petite Maïwen, elle était comment ? Moi ? Oui, toi. Toi. Différente. Je crois que je me suis toujours sentie un peu différente. Différente artiste ou différente juste ? Différente. C'est après que tu as posé un mot sur cette différence-là ? Comment ? C'est peut-être plus tard que tu as posé un mot sur ces différences-là ? Ouais, c'est plus tard que tu te rends compte en fait. Quand t'es petit, tu te rends pas trop compte. Ouais. Mais tu sais, tu rentres pas dans les cases, tout ça, il y a des trucs qui m'ont... Tu te sentais différente dans le sens où tu pensais que les enfants, quand tu étais plus jeune, les enfants ne te comprenaient pas, ou c'est toi qui ne matchais pas avec eux dans le sens où tu te dis ok c'est cool mais je les comprends pas. Je crois que ça s'arrivait plus vers l'adolescence. Ouais. Quand tu sens que... Je trouve qu'à l'adolescence, le collège, les enfants sont... c'est... L'école, c'est une école de la vie. Je peux te dire que ça t'apprend beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de filtre, les enfants. Tu n'as pas de filtre. Et c'est là que tu vois aussi l'éducation des parents. Parce que, quand je parle d'éducation, c'est le dialogue qu'il y a aussi en off.
sur le harcèlement, sur... Ouais, c'est ça le problème. ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que l'école peut amener des traumas Bien sûr. et qui peuvent suivre tout au long de notre vie, en fait. Et ça. Donc, mais toi, est-ce que tu as vécu ces choses-là ou... Non, j'ai toujours eu des amis, Ouais. même, tu vois, plus jeunes. Mais c'est vrai que plus au collège, où tu sens que, comme tu es un peu différent, peut-être que tu peux déranger. Moi, du coup, j'avais un an d'avance, donc je me retrouvais avec des personnes qui avaient 2-3 ans, des fois plus de mon âge. J'ai toujours aimé, en tout cas, moi, m'entourer, grandir avec des personnes plus âgées pour apprendre. Je sais pas, c'est un truc que j'aime apprendre. Comme je disais, je suis ultra curieuse et je vais instinctivement vers ces personnes-là. Du coup, à Draguignan, tu y es resté jusqu'à quel âge? Parce que je sais qu'ensuite, tu as fini par déménager. Ouais. Tu es resté jusqu'à quel âge à Mes Draguignan? 9 ans. 9-10 ans, et je suis arrivée en Bretagne à mes 10 ans. La séparation n'est pas trop dure? Quand tu quittes une ville où tu t'es fait des amis, tu t'es fait des rencontres? Ben, quand t'es enfant, si. Mais en fait, avec l'âge, avec du recul à l'âge adulte, je me dis c'est trop bien. Moi, c'est trop bien que mes parents ils m'aient offert cette école-là de la vie, tu retournes à un autre endroit, tu t'adaptes. Et en fait, ça m'a créé une certaine adaptabilité que du coup, je peux avoir dans tous les domaines de la vie. Il y a un problème, il y a une solution. Ouais. Tu quittes un endroit, tu quittes tes amis, tu vas t'en refaire. Et en vrai, c'est trop bien. Oui, quand t'es enfant, c'est difficile. T'arrives dans une cour d'école, faut que tu te refasses des amis. Mais en fait, tu te rendras compte, et je me rends compte aujourd'hui que c'est une force du coup, parce que j'ai cette adaptabilité-là Et puis, le voyage est formateur. complètement. Le voyage est formateur. Et puis maintenant, j'ai encore contact avec mes amis du Sud. Donc, et tu quittes Draguignan pour quelle direction? La Bretagne. La Bretagne. Pont-l'Abbé, d'où je viens. Pont-l'Abbé, d'où tu viens. Ouais. Alors, moi, j'ai fait mes recherches, bien Oui, j'ai vu évidemment, ça. comme toujours. J'ai vu que tu avais tenté l'aventure de l'Opéra de Nantes. Le conservatoire à Nantes. Au conservatoire de Ouais. Nantes, ouais. Conservatoire. Est-ce que tu dis la Bretagne parce que tu considères que Nantes fait partie de la Bretagne ou tu étais à Nantes pendant un moment? Non, après le Sud, après Draguignan, on est parti en Bretagne à Pont-l'Abbé. Ouais. J'étais pas à Nantes. Nantes, on a juste tenté, à mes 12-13 ans, on m'a proposé de tenter le conservatoire en danse classique, donc à classe à horaire aménagé. En gros, tu fais les cours scolaires le matin et après l'après-midi, tu as la danse. Tu vois. C'est une espèce de sport-études de la danse. Exactement. Sauf que je n'y suis pas allée pour des raisons de santé. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un sujet dont je voulais traiter avec toi, dont je voulais parler avec toi. Donc, tu as eu des problèmes de santé qui t'ont empêché un petit peu de danser comme tu le souhaitais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu Yes. Bah, c'est très simple. Donc, pour le conservatoire, j'avais passé les auditions. J'étais prise il me restait une place à l'internat. Mon parcours scolaire, mon dossier scolaire était également bon. Donc, du coup, j'étais gardée aussi pour ça. Et il manquait la visite médicale. Et bon, bah, tu te dis, bah, let's go, de toute façon, il faut faire. Donc, tu coches, tu fais tout ce qu'il faut faire. Et arrivé à la visite médicale, j'ai une image, et je m'en souviendrai, j'oublierai jamais. Tu sais, on te demande toujours d'enrouler. Tu sais, t'es debout, t'enroules, la tête vers le bas. Et j'ai ma maman en face de moi, le médecin derrière qui check ce qu'il a à checker. Je déroule le dos, je vois la tête de ma mère. Et à ce moment-là, moi, je sais pas, je comprends pas, tu vois. On s'assoit autour du bureau. Tu avais quel âge? 12-13 ans. 12-13 ans, d'accord. Je vois la tête de ma mère. Bon, je m'en fais pas plus de soucis que ça. Je me dis, pour l'instant, je sais pas. On arrive au bureau du médecin et le médecin me dit, écoutez, mademoiselle, vous avez une scoliose. Donc, on va devoir faire des tests pour savoir quel degré vous avez au niveau de la scoliose, pour la définir. Mais elle a l'air d'être très élevée. Donc, je pense que vous ne pourrez pas aller au conservatoire. Vous allez devoir arrêter la danse. Il va falloir que vous fassiez de la piscine, de la natation. Et voilà. Quand tu apprends cette nouvelle douloureuse, comment tu réagis? Est-ce que tu comprends tout de suite ou c'est en rentrant chez toi ou des semaines plus tard que tu comprends que tu vas peut-être être privé de ta passion et de ce que tu souhaites faire? Moi, j'ai réagi. Forcément, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a touchée. Tu touches du doigt un rêve et on te l'enlève. Ça fait mal. Mais j'ai pas écouté, c'est-à-dire ce que le médecin m'a dit. Moi, tu me dis, tu vas arrêter la danse. En fait, t'es qui pour me dire, je vais arrêter la danse? Tu vois, c'est une passion. Et on s'est rendu compte qu'on a quand même allé voir d'autres
d'autres spécialistes, où j'ai d'autres médecins qui m'ont dit mais il faut surtout pas que vous arrêtiez la danse. Parce qu'en fait, ça vous muscle. C'est ça qui va vous faire. En plus, le classique, ça va vous faire vous maintenir et aider votre dos à aller mieux. On allait voir une autre spécialiste. Et là, la spécialiste de la scoliose, je suis allée dans un centre à Peraridi, à Roscoff, me dit félicitations pour le conservatoire, vous commencez quand? D'accord, ok. Tu sais, t'es là, mais... Moi, avec ma mère, on se regarde, et du coup, ma mère, elle dit mais on a annulé le conservatoire. Et cette spécialiste, cette médecin me dit mais vous savez, mademoiselle, une scoliose ne contre-indique en rien la pratique de la danse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas la première fois que j'entends ce style d'histoire où les médecins te demandent d'arrêter et que... Le problème, qu'ils préconisent, même si eux, ils sont directement alarmistes et du coup... Parce qu'en fait, je pense que ils n'ont pas ce sens de la passion, de... Passion et c'est des pratiquants aussi. Ouais. C'est pas des exutoires. Parce que même moi, j'ai un problème au ménisque, on m'a dit d'arrêter la danse, j'ai dit, et puis quoi encore? Mais tu es qui? En fait, je pense qu'il faut voir des médecins qui sont spécialisés dans ça. Quand il y a des soucis sportifs de danse et tout ça, c'est un médecin du sport qu'il faut voir, puisqu'il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas vraiment la pratique d'un sportif ou d'un danseur et qui peuvent être amenés à faire des observations qui ne sont pas bonnes du tout. Pour revenir sur tout ça, il y a un truc qui m'intéresse. Bien évidemment, tu es très jeune, mais dans quel mindset tu te mets et tu te dis, bon, il m'a dit ça, je sais que je ne vais pas l'écouter. Comment je peux faire pour accéder à ce dont je veux? En utilisant encore une fois le négatif, la contrainte, on va dire, comme un avantage. Et c'est toujours de le tourner. Je pense que j'avais déjà ce mindset-là à l'époque de toujours foncer et toujours garder ma trajectoire. Et en fait, c'est très simple, parce que du coup, j'ai dû porter un corset pendant 2 ans. D'accord. Donc, c'est là où après, j'ai compris qu'effectivement, pour éviter une opération de la colonne vertébrale, il me fallait ce corset. Ah, ça allait jusqu'à l'opération? Ah oui, ça allait jusqu'à... En fait, j'ai quand même une grosse scoliose. J'ai pas juste 10 degrés. D'accord. Je crois que je suis à 40 en haut et en bas. Ah d'accord, ok. En vrai, on dirait pas parce que la danse, ça m'a musclé. Ça m'a fait mal au dos. La danse, ça m'a permis de muscler et visuellement, on la voit pas trop. Mais du coup, là, c'est à partir de là où j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, en fait, vu que je peux l'enlever que 1 heure par jour, mon corset, mais c'était pas compatible avec le conservatoire. Le conservatoire, si tu as 3-4 heures de cours de danse l'après-midi, effectivement, il y a un moment donné où il faut quand même penser à sa santé. Et surtout, quand tu as 12-13 ans, faut y penser. Parce qu'après, quelles seront les répercussions 10, 20, 30 plus tard? Ouais. Donc, la problématique, je l'ai vue comme un avantage. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'ai quand même continué la danse. J'étais à l'école de danse Sandy Trévien, à Pont-l'Abbé. Et j'avais mes 6-8 heures de danse par semaine. Donc, comment tu fais, sachant que tu ne peux enlever que près 1 heure par jour ton corset, pour pouvoir faire tes 6 heures de danse le samedi et en plus faire tes cours de sport à l'école? Moi, ça a été très simple, c'est-à-dire que je pense que j'étais complètement folle et matrixée, mais je prenais ma douche, je l'enlevais, je le remettais. Et en fait, je pense que je devais l'enlever entre 10, 20, 30 minutes par jour max pour gagner des minutes pour pouvoir l'enlever mes 6 heures de danse et pour en fait continuer à faire ma passion et de la danse. Ouais. Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et on sait que l'entourage et l'environnement est important pour nous. Et des fois, on a des parents qui sont là et qui nous supportent et qui nous donnent la force. Toi, comment tes parents ils étaient avec toi? Mes parents, ils m'ont toujours supporté. Mon père aurait aimé que je fasse des études. Mais en fait, je pense que mes parents veulent, quoi qu'il arrive, qu'on soit heureux. Et m'ont toujours supporté dans mes choix, dans ce que je voulais faire. Donc voilà, moi j'ai dit très rapidement que je voulais faire la danse, d'être danseuse professionnelle. On m'a mis une barrière. Ok, tu m'en mettras pas 2. C'est très bien. Donc toi, dès 8 ans, tu savais que tu voulais être danseuse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Alors qu'à la base, quand ma mère m'a inscrite à la danse, je crois que je voulais pas faire de la danse. Et du coup, comment dès que tu t'es mis à danser, c'est là que tu t'es dit c'est ça que tu veux, c'est ça? Je me suis jamais arrêtée. Je dansais dans les rayons du magasin des supermarchés. Je me dis mais la honte que j'ai dû foutre à mes parents.
j'étais, tu sais, tu danses, tu t'arrêtes, tu sais, t'as envie que ton gamin il reste tranquille à côté du caddie, et toi t'es là en train de danser, C'est lourd. faire le clown dans le magasin. Tu dis la honte que t'as foutue à tes Non, parents. mais je dis pas que c'est la honte, Non, mais mais bien sûr. Mais bien sûr, toujours ça. c'est fatigant quand à un moment c'est- donné c'est- quand ça tes peut parents. être Oh, je dansais dans les arrêts de bus, moi. Hein? Je dansais sur les arrêts de bus. Bah hein. voilà, Ouais. ouais, c'est cool, je me sens moins seule. Non, mais je pense que quand t'es dans. Enfin, après, je sais pas, mais quand t'es piqué, tu te rends même pas compte que Ouais. t'es piqué, en fait. En réalité, c'est maintenant avec du recul, que tu peux analyser. Mm. Mais sur les mêmes parcours, moi, c'était la même chose que toi. Je dansais à l'arrêt de bus. Et des fois, je montais, j'étais en nage, je voyais que tout le monde m'avait regardé. T'es dans ta bulle, tu vois. C'est comme si t'étais dans une sphère, tu vois. Et c'est drôle parce que à l'époque, quand t'es enfant, t'as pas peur du regard des autres. Et je pense qu'on y reviendra peut-être après, mais quand tu Tout de grandis, tu suite. commences à avoir peur du regard des autres. Et moi, ça m'a bridé de vraiment beaucoup. Alors justement, ouais, ça on y reviendra après, mais tu parles du fait que tu dansais partout et que des fois... Mais justement, le fait que tu danses partout comme ça et que tu te sens à l'aise, est-ce que par la suite, c'est pas ça qui t'a dit, qui t'a poussé à te dire que, bon, maintenant, il faut que je tente cette aventure, il faut que j'y aille, let's go. Donc, est-ce que c'est pas ça qui t'a poussé à aller vraiment à atteindre ton objectif? Si, et puis bah, il y a aussi ce truc de quand quand tu passes le bac, tu dois mettre des vœux post-bac. Moi, à la base, du coup, après la danse, je voulais faire kiné. Je me suis dit, bon, bah, je vais rester dans le rapport au corps. Du coup, je me suis dit aussi, j'ai envie d'aider peut-être d'autres danseurs qui ont des problématiques comme des scolioses. Essayer de, voilà, je pense d'être toujours dans aider, d'être dans l'humain. Et en fait, on m'a dit, bah non, tu pourras pas faire S parce que tu n'as pas d'assez bonnes notes en scientifique. Je suis arrivée en ES, on m'a dit, ah ben t'aurais pu faire S parce que finalement t'avais des bonnes notes. Je me suis dit, mais la vie, et en fait, la vie, tu sais, elle te met des barrières. Et encore une fois, c'est toi et toi-même, qu'est-ce que tu décides d'en faire. Et finalement, mon année de bac, j'avais 16 ans, j'ai passé le AT Jazz en candidat libre. D'accord. AT Jazz, tu peux nous expliquer? Le AT Jazz, c'est un examen d'aptitude technique qui D'accord. te permet, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, qui te permet ensuite d'accéder à la formation diplômante du diplôme d'État pour D'accord. ensuite enseigner en tant que professeur, soit de jazz, de classique, de contemporain. Et donc cet examen-là, je ne l'ai pas eu en candidat libre. Et donc je fais mes vœux post-bac. Je me dis, qu'est-ce que je vais foutre? Enfin, j'ai mis le tourisme, j'ai mis les langues. Je crois que j'avais dû mettre un truc genre hôtesse de l'air parce que j'aimais les voyages. Mais en fait, il n'y avait rien qui me bottait. Et ma mère me dit, Maïwenn, il y a une école au Mans, l'INM, l'Institut National des Arts du Musical, où tu as une année de préparation à l'EAT Jazz. D'accord. Tente les concours. On tente. J'ai tenté l'audition, j'ai été prise. Sauf que cette année-là, elle coûte de l'argent, tu vois. Et c'est une autre somme. Ouais. Et quand tu te rends compte que tes parents font un crédit... Ouais. Un crédit pour que tu... Pas que pour ça, mais que quand même, il y a une partie qui va dans ton école de danse. Ouais. Que tes parents croient en toi, qu'en plus, vraiment, tu vois, ils investissent financièrement dans tes projets. Tu te dis, tu peux pas louper, tu vois. Il y a une autre pression qui se met dessus, c'est-à-dire que moi, j'ai aussi un petit frère et une petite sœur. Ouais. Je suis pas toute seule. J'ai aussi conscience que mon frère et ma sœur ont des activités et ont besoin de, tu vois, d'eux aussi faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça impute aussi de l'argent aussi à dépenser pour eux. Donc je suis pas toute seule, tu vois. Il y a tout ça aussi où je me dis ah oui, je peux pas en fait louper mon année. Bon, ça va, cette EAT je l'ai eu, donc c'est cool. Ouais. Mais voilà. Comment ça se passe ton arrivée sur Paris et quand est-ce que tu décides d'aller sur Paris surtout? Est-ce qu'avant, dès que tu as eu ton diplôme, tu as peut-être eu une vie professionnelle juste avant et tu travaillais, tu te dis bon, c'est pas ce que je souhaite faire et je vais tenter l'aventure, ou directement tu as dit immédiatement là c'est bon, je tente l'aventure sur Paris? J'ai travaillé d'abord sur le Mans, donc avec l'école dans laquelle j'étais, donc à l'INM. Donc j'ai fait mon année de prépa. Ensuite, je suis partie en tant qu'apprentie. J'ai repassé des auditions dans la même école. Apprentie artiste interprète du musical, où j'avais des cours de chant, des cours de comédie. Je dansais dans des cabarets aussi, donc j'ai appris tout ça sur le tas, quoi. C'est de là que vient la voix alors. La voix? Tout à l'heure, tu nous as fait un cours de chant. Ah Alors attendez, petite anecdote. Non, plus jeune,
Je chantais à l'église. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Le côté spirituel. La chorale. La chorale. Le gospel, oui. Ouais, non, après, avec l'âge, tu vois, j'avais plus trop envie de faire ça. Mais j'ai déjà chanté à l'église. Et j'ai mon grand-père qui chantait. D'accord. Après, est-ce que je suis chanteuse? Non, je ne sais pas. Mais en Non, tout cas, mais la voix, ça nous a surpris. La voix, ça vous a surpris? Oui. je teste. Voilà. Mais non, du coup, quand tu es en apprenti, tu es aussi à l'école et sur le terrain. Et en fait, le fait d'être sur le terrain, c'est ça qui m'a plu aussi. T'apprends finalement le métier, comment faire une mise de costume, ce qui se passe en backstage, les placements sur scène. Enfin, tu rentres dans le métier. Et c'est venu en fait assez naturellement à moi. J'ai fait une année d'apprenti, j'ai fait une année d'intermittence là-bas également. Je suis partie en tournée dans les Alpes avec eux sur un spectacle qui avait été monté entre nous. Et après, je suis arrivée à Paris puisque j'avais besoin d'aller chercher un peu plus, je pense, d'opportunités. D'accord. Alors, c'est là ton arrivée sur Paris. Là, on a compris le processus, mais comment ça se fait? Tu es sur Paris. Tu te dis, il faut que je trouve un appart, colocation. Je vais directement à l'école de danse parce que là, il faut que je bouge. Comment ça se passe? Ça se passe que j'avais déjà une intermittence, donc je me suis dit, bon, j'ai quand même, on va dire, du pôle emploi qui tombe tous les mois. Ouais, toi, tu as compris, contrairement à certains danseurs, que l'intermittence était important et qu'il te fallait quelque chose de fixe et qui te permette d'apporter une certaine stabilité. Parce que c'est pas toujours fréquent. Parce que nous, on l'a pas expliqué. Par contre, je l'ai, tu vois, par exemple. Ouais. Toi, on te l'a expliqué nous, ou on l'a compris bien plus tard. Comment ça s'est passé pour l'intermittence? Ah ouais, j'avoue que comme... C'était logique. Ouais, en fait, vu que j'ai vu un truc qui était intéressant, j'y suis allée. Non, mais... Tu sais, moi, je vois la lumière, j'y vais. Hein. Non, mais normal. Il y a l'oseille, je fonce. Il y a l'oseille, je fonce. Ouais, voilà. Ouais, à un moment donné, il faut dire les choses. Après, bon, tu gagnes pas bien. Je dirais pas, je gagne. À l'époque, j'ai gagné super bien ma vie, ou peut-être même encore maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'empêche pas d'être heureuse. L'argent n'est pas une fin en soi. Merci. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu une espèce de moyen de pouvoir quand même gagner ma vie tout en allant à côté pouvoir payer un appartement. C'est un petit peu la base. Puis à Paris, les loyers, voilà, ils sont pas les mêmes qu'au Mans. De pouvoir aller prendre des cours. Je me suis butée dans des cours. Je suis sortie de ma zone de confort direct. C'était pas facile, tu vois. Moi, je viens du classique, du modern jazz. J'ai fait du cabaret, donc quelque chose de très, très tenu. Et j'ai débarqué au Lac Studio à prendre des cours de street, de hip-hop. Au début, je voyais des vidéos. Je me disais, qu'est-ce que je fous là? Et en fait, c'est bien des fois de se poser ces questions, de se dire, qu'est-ce que je fous là? Parce que peut-être que en fait, tu es peut-être au bon endroit. Est-ce que quand tu es arrivé sur Paris, tu as pu souffrir un peu du regard des autres? Ouais, de ouf. Vraiment, vraiment beaucoup. Ça m'a bridée. On m'a un peu intimidée aussi. Par des regards, par des choses qu'on a pu me dire. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Par des messages en privé que j'ai pu recevoir. Oui, carrément, à ce point-là. Oui. Pas d'énormément de personnes, mais tu sais, il suffit d'une ou deux personnes pour te... Ah, waouh. Ok, moi les gars, je viens juste danser, je suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit, je veux juste prendre ma place, c'est tout. Et ça, je le redis, en fait, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la lumière pour tout le monde. Faut arrêter de croire qu'on veut prendre la place de quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Ce serait très malsain, je pense, et toxique de penser comme ça, mais on est là pour prendre sa place. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Et oui, c'est vrai que le regard des autres, il m'a impacté. Après, tu sais, il y a aussi ma vie personnelle où il s'est passé des choses dans ma vie perso où du coup, tu prends du recul aussi sur beaucoup de choses où tu as besoin de te recentrer sur toi-même, tu as besoin de te reconnecter à toi-même. Donc voilà. D'accord. Sans m'étaler ou sans s'étaler sur les messages que tu as reçus, sans même en dire plus, est-ce que c'est le côté, tu te sentais, qu'on te disait à travers ces messages de tu n'as pas le droit d'être ici? Je sais pas si c'était ça que ça voulait dire. Je sais pas. Tu sais, les perceptions entre ce qu'on t'envoie, ce que la personne pense t'envoyer, ce que toi tu perçois de ce que tu reçois. Il y a un monde aussi des fois. Tu sais, la communication par message. Même des fois, tu discutes, je sais pas. Dans un couple par message, l'un dit quelque chose, l'autre comprend autre chose, et ça crée un
un fossé et en fait, tu vois, il se passe peut-être rien finalement. Donc, j'aurais pas envie de donner une interprétation à tout ça. D'accord. Mais c'est vrai que oui, il y a des regards qui blessent et encore une fois, c'est mon interprétation. Ça veut dire que la personne dans son regard, elle avait peut-être pas cette interprétation-là. Faut prendre du recul en fait. Avec l'âge, j'ai compris aussi qu'il fallait prendre du recul sur beaucoup de choses et qu'il fallait encore une fois juste tracer sa route. Vraiment. Et je crois que j'ai eu un déclic cette année de me dire que en fait, je crois que je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est la meilleure réaction. Je pense que c'est le plus non, mais important. c'est vrai, je m'en fous. En fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, mince, Maïwenn, tu t'es bridée pendant peut-être 6 ans. 6 ans. Je suis arrivée à Paris à 20 ans, j'en ai 28, mais de mes 20 ans à mes 22 ans, j'étais à Donf, j'avais envie de... Enfin, tu vois, je venais de ma campagne, de la province, comme diraient les Parisiens. Mais... Le mot tellement dénigrant. Voilà. Mais, et ouais, après, tu vois, comme je disais aussi, il y a eu des choses dans ma vie, beaucoup de choses dans ma vie perso qui m'ont fait prendre du recul par rapport à tout ça. Et qui, encore une fois, où je me suis dit... prends ces obstacles-là pour en créer des avantages. Et voilà, j'arrive en 2025 à 28 ans, bientôt mes 29, où je me dis, Maïwenn, la vie, elle est pas... La vie, on vit pas éternellement, en fait. Donc, et puis moi, la vie, par expérience, m'a montré que ça peut se terminer comme ça. Il faut la saisir. Ouais, et puis que ça peut se terminer comme ça. Et quand tu es face à des situations où la vie en elle-même décide que ça s'arrête et que finalement la vie te donne une seconde chance pour continuer, est-ce que tu décides de saisir cette seconde chance et de faire quelque chose de ta vie, ou est-ce que tu décides de continuer de passer à côté de ta vie? Et en fait, tout ça, c'est des déclics qui sont personnels, et en fait, dans ces moments-là, tu te dis, ben, en fait, go, qui va me dire quoi faire et qui va me dire ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire? Donc, go. T'as totalement raison. Voilà. J'ai une autre vidéo à te montrer. Il y en a combien des vidéos? Il y en a 3, t'inquiète. Il y en a 3. Bon, un peu plus joyeux. Ah, nouvelle école. Attends, on va remettre avec le son technique. Peux-tu nous parler de cette expérience et en dire un mot? Moi, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Je remercie Christophe de Almeida de m'avoir fait confiance pour me proposer cette opportunité en tant que danseuse. C'est trop cool parce que c'était pas ma zone de confort. Et j'y ai quand même trouvé du confort et du réconfort. J'ai quand même trouvé ma place. Et j'ai vu de la diversité sur scène. J'ai vu de la place pour tout le monde. Et je sais pas, j'ai vu de la joie, des connexions humaines. Franchement, j'ai passé C'était un super tournage. Du coup, c'est du tournage plateau. Et voilà. Et quand tu dis que c'était pas ta zone de confort, c'est parce que c'est pas les danses habituelles que tu fais, c'est ça? Mais j'ai réussi ouais. dans tout ça à y mettre ma patte et ma personnalité. Ouais. Et en fait, ça n'empêche pas de rester soi-même et d'aller voir autre chose en même temps. Voilà. D'accord. D'aller ailleurs. Dernière vidéo. Ouais. Ah. Yes. Peux-tu nous en dire plus? Donc Star Musical, c'est le moment comme on dirait c'est mon spectacle, pas du tout. Mais j'en fais partie et j'aime la troupe, j'aime l'équipe, j'aime l'idée qu'il y a derrière. Donc ouais, je vais en parler et c'est cool. On part en tournée à partir du 13 février au Folies Bergères. C'est un spectacle qui retrace toutes les comédies musicales de Roméo et Juliette aux 10 commandements, à
tout en fait, toutes les plus belles comédies musicales avec les chanteurs originaux des comédies musicales. Ah, Ouais. d'accord. Et on est, C'est bon. je sais pas, on est une vingtaine sur scène, plus les musiciens. Ouais, j'ai vu la promo passer là. Et du coup, vous avez commencé les répètes, vous avez déjà joué ou vous avez joué la première là? L'année dernière, il y a eu des promos. Ok. En fait, la tournée devait se faire l'année dernière, elle a été décalée. Mhm. Donc c'est trop cool qu'elle se fasse bien. Et on commence les répètes dans 2 semaines. Là. Ok. D'accord. Donc là, Le 20 janvier. Ça va être charbon là. Ouais. Ça va être charbon. Combien de dates? 30aine, je crois. Mhm. Oh, c'est pas mal ça. On fait tous les zéniths de France, donc venez nous voir pour passer un bon moment avec nous. Ça danse, ça chante, ça joue la comédie. Voilà. On applaudit la Et promo. le On applaudit la promo. On applaudit la promo, les gars. Quelle promo! Elle a archi bien fait. Bon, on en a fini pour les vidéos. Alors, on a un concept, un jeu qui s'appelle Et si. D'accord? Mhm. Et si, par exemple, la première question, que tu puisses comprendre, si tu devais aller manger un burger, avec quel danseur irais-tu? Ça peut être un danseur que tu connais ou que tu connais pas. Ça peut être qui tu veux. D'accord? Donc, la première Ok. question, je la répète. Ok, ouais, Si tu devais aller manger un burger, avec quel danseur irais-tu? J'en sais rien. Je sais pas. Je suis forcément obligée d'aller avec quelqu'un? Pas forcément. En vrai, moi j'aime bien la solitude et j'aime passer des moments de qualité avec moi-même. Bonne Ou réponse. je dirais que j'irais manger un burger toute seule. Mais tu es une danseuse, donc avec toi-même. Avec Ça- moi-même. Ça fonctionne. Voilà, j'ai pas d'idée en tête. Si tu devais aller en soirée, avec quel danseur irais-tu? Félicia. D'accord. Félicia Dotsé. Félicia, apparemment, tu es une bonne accompagnatrice de soirée, c'est que tu dois vraiment te lâcher. Si c'était la fin du monde, Ouais. tu as le droit à un appel. Vraiment un appel. Quel danseur appelles-tu? Putain, je pensais pas que tu allais me dire quel danseur, sinon je t'aurais dit ma famille, évidemment. En fait, si c'était la fin du monde, déjà, je pense pas que j'appellerais un danseur. Du coup, ce que je te disais, j'appellerais ma famille. Ouais. Voilà. Ma mère, mon frère et ma sœur. Oui, logique en même temps. Maintenant, tu as un casting. Ouais. Tu dois avoir la meilleure des tenues. Quel danseur appelles-tu pour un conseil? Parce que tu te dis, ce danseur, il est trop stylé. Même si tu le connais pas, hein. Lui, je l'appellerais bien. Je pense à Kif. Kif Kif. et Kamé. Ah, kiff. Qui a un bon style. J'aime bien son flow. Et qui est très... j'ai l'impression quand même attiré par la mode. Donc ouais, je pense que je l'appellerais. Ok, très bonne réponse, très bonne réponse. Nous avons fini. Mawen, nous avons été ravis de te recevoir, d'entendre ton Attends, parcours. j'ai 2-3 questions à poser, Deuxième excuse-moi. question. Non, mais j'ai 2-3 questions à poser. Ah ouais. T'as créé un média, du coup. Oui. Ouais. C'est important. C'est un- Comment t'es venue l'idée de créer ce média et pourquoi l'avoir créé, en fait? J'ai créé Dance Lab dans un moment de vie qui était encore une fois pas très cool. Je sortais d'opération, je venais de me faire opérer la main suite à un événement personnel que pour l'instant je relate pas parce que je fais encore un travail dessus. Et tu sais, quand tu te retrouves blessé ou opéré ou en arrêt, quand tu es danseur, que tu te retrouves chez toi, sur ton canapé, à ne rien faire, tu te poses 10 000 questions. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis posé une question qui a été comment continuer à exister en restant chez moi? Donc du coup, comment continuer à exister au travers des réseaux sociaux, quelque part aussi. Et ça faisait un moment que j'avais besoin de prendre la parole sur certains sujets, de libérer la parole sur tous les sujets, de désacraliser, de détabouiser certaines choses. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un média. Donc après, il y a l'idée, puis il y a le faire, et puis il y a prendre la responsabilité de prendre la parole. Et c'est pas facile, ça demande beaucoup de courage, je dirais. Et voilà, de parler de tout ça. Et je voulais avant tout créer quelque chose que j'aurais aimé avoir moi-même en arrivant à Paris il y a 8 ans. Parce qu'à Paris, quand je suis arrivée il y a 8 ans, j'avais des représentations qui en fait ne sont pas forcément une vérité ou la réalité. Et c'est vrai que j'avais envie
me sentir un peu moins seule aussi à travers ce média et de voir que je suis pas la seule à avoir des peurs, à avoir des doutes, à me poser des questions. Donc voilà, en libérant la parole aussi, en offrant l'opportunité de le faire avec d'autres artistes, d'autres danseurs. D'ailleurs, pas que, parce que dans le podcast, il y a aussi des entrepreneurs. Je veux en fait mélanger la danse avec tout. Ben, je me rends compte que on se sent moins seul et ça permet de remettre un petit peu l'église au centre du village. Voilà. Okay. C'était une question que je voulais te poser, j'ai oublié. C'est pour ça qu'il sert à ça. Et je vais rebondir sur ça. Tu penses que quand on est danseur, on ne voit pas assez l'envers du décor et qu'on n'est pas prêt? Parce que ce qui est intéressant dans ton podcast, c'est que tu développes tout cet aspect de développement personnel, de prendre soin de soi, de se développer en tant qu'être humain d'abord avant de faire face à cette adversité. Tu penses que les danseurs en général, on ne va pas parler pour tous, mais ne sont pas toujours conscients des choses auxquelles ils font face? Oui et non, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la tête des gens, donc je ne suis pas responsable de leur conscience. Mais je veux juste un espace bienveillant et humain pour dire, regardez les gars, en fait, avant d'être des danseurs, on est des humains. Et c'est ce qui ressort beaucoup dans le podcast. Et c'est vrai, en fait, avant d'être des danseurs et d'accepter que des fois on nous parle comme de la merde, je suis désolée, mais je vais le dire, en fait, derrière ça, il y a un humain. Il y a un humain qui va rentrer avec ça chez lui le soir et ça a un impact. C'est vrai, voilà. Tu as raison. Et c'est vrai que c'est important. Et j'aimerais rebondir sur ça encore plus, se respecter en tant que danseur. Se respecter. Se respecter en tant que personne. En fait, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous la même éducation, on est tous différents et c'est, je pense, ce qui fait la richesse du monde en règle générale. Mais c'est savoir, toi, déjà avec toi-même, quelles sont tes limites, quelles sont tes valeurs. Et de te connaître, ça te permettra de savoir où est-ce que tu veux aller, d'être peut-être une meilleure personne. Et voilà, j'ai pas la fin de cette phrase, mais, mais voilà. Et moi, j'ai encore une dernière question. Oui. Après, j'arrête de t'embêter. On peut continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut faire face à l'adversité de la vie et à différentes choses, mais est-ce que tu te sens épanoui? Oui. Oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'il y a toujours des doutes, il y a toujours des peurs, il y a toujours la peur de l'après. Qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus danseuse? Mais je crois qu'à travers ce podcast, même si ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, je crois que je suis en train de trouver quelque chose qui me plaît et je suis en train de trouver ma voix VOUX et ma voix VOIE. Donc, ça m'épanouit. En fait, ce qui m'épanouit, c'est de pouvoir faire tout ce qui est possible. En fait, de ne pas se mettre de limites. Ça m'épanouit vraiment de ouf. C'est bien. Ça sera le mot de la fin, moi, tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. En tout cas, merci d'être venu nous voir ici dans Le Dansez-vous. Notre nouveau plateau. Tu inaugures notre nouveau plateau. Merci de l'avoir inauguré. Et tu as peut-être un mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait juste de dire, en fait, kiffez votre vie. Vivez pour vous avant tout. Ne vivez pas pour les autres. Encore une fois, on s'en fout du regard des autres. On s'en fout de ce que vont penser les autres. Ça reste leur avis. Et l'avis des autres n'est que l'avis des autres. Et ça, tu l'as appris avec le temps? Ouais, ça, je l'ai appris avec le temps. Mais tu sais, en vrai, là, je te dis tout ça et en fait, je me le redis aussi à moi-même. Ouais, je vais dire tout haut ce que je pense tout bas et dans ma tête. C'est ce que je me répète tous les jours et c'est ce que j'apprends avec le temps. Là, demain, je te dis, faites attention, ne prenez pas en considération le regard des autres. Mais ça se trouve, dans une semaine, je serai là à me dire, est-ce que je poste cette vidéo sur les réseaux sociaux? Parce que les gens vont penser ça, tu vois. Il y a toujours un petit... Ouais. Mais c'est bien d'en être conscient déjà. Faut être conscient, en fait. Je pense qu'il faut être conscient des choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïwenn. Merci à vous.